Le juge président, bonjour. Bonjour, monsieur De Toledo à Abidjan. I give immediately. Le juge président, je donne sans plus attendre la parole à Maître Altit, conseil principal de la défense de monsieur Gbagbo. Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur De Toledo, comment allez-vous? Bonjour maître, je vais bien. Alors, nous allons continuer l'exercice auquel nous nous sommes livrés hier. Alors, nous savons que les rebelles ont traversé la frontière entre les deux zones du pays, le nord et le sud, en mars 2011 et sont allés vers le sud. Ma question est simple. À partir de quand avez-vous vu des unités du Nord arriver à Abidjan? Ou avez-vous été informé de l'arrivée d'unités du Nord à Abidjan à cette période-là? Oui maître. Nous avons été au courant que des unités sont venues du nord parce que nos positions dans la zone nord étaient attaquées. Et de l'est à l'ouest, nos éléments ont replié. Pour les premiers, ils sont arrivés directement à Abidjan. C'est le com-théâtre qui est resté au niveau de Yamoussoukro. Sinon, tout le reste est descendu sur Abidjan. Très bien. Donc c'est très clair, vous nous dites que les unités de l'armée se sont repliées devant l'offensive rebelle, mais est-ce que vous pouvez nous dire à peu près à quelle date, au cours de ce mois de mars 2011, sont arrivées les premières unités rebelles, qui suivaient donc le repli de l'armée, à Abidjan? C'était aux environs de, si mes souvenirs sont bons, à partir du 23, 24, 25 jusqu'au 11, ils étaient à Abidjan. Très bien. Ces unités qui arrivent à Abidjan, ces unités rebelles, par qui sont-elles commandées? Je ne le savais pas. Je ne sais pas qui les commandait. Les troupes rebelles qui arrivent à Abidjan, comment sont-elles composées? Qui en fait partie à votre connaissance? Alors, les troupes rebelles qui sont arrivées du nord, les grands responsables que nous connaissions, c'était les Comzones. Les Comzones qui étaient en tête des troupes. Et par la suite, ils sont rentrés à Abidjan. Je ne sais pas si d'autres unités étrangères à ce moment étaient rentrées en action, mais nous ne le savions pas. Ce que nous avions en face, c'était les éléments dont le chef était les Comzones, dans un premier temps.
Très bien. En arrivant à Abidjan, ces troupes se livrent-elles à des exactions? Oui, parce qu'au niveau de nos éléments, je prends toujours le cas d'Abobo, principalement, parce qu'à Abobo, il tuait, je le répète, il tuait nos éléments. À Abobo, en ce moment, il y a l'antenne de la télévision qui est à Abobo. Le gardien et ses enfants ont été brûlés. Également, sur nos positions, ce qui explique que nos éléments se sont retranchés dans le camp commando d'Abobo. Ils ne pouvaient pas sortir, ils sortaient seulement pour le ravitaillement. Et cela était vraiment difficile. Il y a des militaires chez eux qui ont été calcinés. Il y a eu également à Nokwakouté, un village à Bobo, les habitants ont été massacrés, il y a eu beaucoup de morts. C'était infernal pour nos éléments. En même temps, je continue s'il vous plaît. Oui, pardon. C'était à peu près la même situation au niveau de Koumassi, Boribana, Ayopougon, tous les quartiers. C'est Cocody qui était un peu sous notre contrôle. D'accord. Alors, vous venez de nous parler du camp commando. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les attaques qu'a subi le camp commando pendant cette période de crise post-électorale? Une nuit, le commandant Babo m'a appelé pour me dire qu'ils essuyaient le coup de feu. Et on leur a demandé de riposter. Ils ont riposté. Jusqu'au matin, cela a cessé. Également, au niveau d'Abobo, du camp de commando d'Abobo, je l'ai dit avant-hier, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, au cours de nos ravitaillements hebdomadaires, les éléments sont attaqués du camp commando jusqu'au carrefour Samanké. Notamment au carrefour Samanké, si vous partez de la mairie d'Abobo, vous voyez le rond-point d'Abobo, jusqu'au carrefour Samanké, de part et d'autre, des éléments postés en civil, enfin, ce sont des jeunes en civil qui sont armés, qui tiraient sur le convoi. Ils nous ont brûlé un char au niveau du commando du carrefour Samanké également. Donc pour nous, c'était vraiment difficile de faire le ravitaillement. Alors, vous prenez l'axe principal qui part de l'ancienne casse jusqu'à Bobo, ce n'était pas possible à nos hommes d'emprunter cet axe-là. Parce qu'à partir de la casse jusqu'à Bobo, ce n'était pas possible. Nous avions une unité au niveau de l'université d'Agamé, à Bobo Agamé. Ils étaient obligés de quitter l'axe principal pour aller se mettre du côté de l'hôpital militaire. Donc nous étions dans cette situation difficile. D'accord. Pour être tout à fait clair, si je comprends ce que vous nous dites, c'est que pour éviter de passer par l'axe principal, puisqu'il était coupé par les rebelles, les convois de ravitaillement devaient passer par derrière, par l'hôpital militaire, c'est ça que vous nous dites? Oui, il prenait en partant du camp commando, pardon, il passait par la gendarmerie d'Abobo, ils arrivent au rond-point,
il bifurque par la gauche, il passe par le carrefour sans manquer. Le carrefour sans manquer, il se dirige vers le zoo. Du zoo, ils vont au niveau de d'Agban. Donc, on était obligé de regrouper toutes les unités au niveau du camp d'Agban pour faire le ravitaillement. Et ceux du génie qui occupaient le poste au niveau de l'université étaient obligés de passer par ce chemin-là. Donc, on ne pouvait plus emprunter ancienne casse jusqu'à Bobo. Très bien. Ça, c'est pour le camp commando qui se situe à Abobo. Est-ce que d'autres camps militaires d'Abidjan ont subi des attaques pendant la crise post-électorale? L'école de gendarmerie d'Abidjan a été attaquée. Le premier bataillon, le nouveau camp, j'allais dire tout le nouveau camp a été attaqué par l'aviation. L'ancien camp a été également attaqué. Les unités qui étaient à l'ouest ont été attaquées, d'où leur repli sur Abidjan. Nous avions un poste au niveau de Tchébissou, ça a été attaqué. Ceux qui étaient également à Bondouko, ils ont été attaqués, ils ont replié sur Abidjan. Très bien. Alors, si l'on se concentre sur les camps qui sont à l'intérieur ou les positions des FDS qui sont à l'intérieur d'Abidjan, vous venez nous en citer quelques-uns en nous disant qu'ils ont été attaqués. Est-ce que vous pouvez nous dire quand, à peu près, à la période pendant la crise post-électorale, et surtout par qui? Parce que j'ai cru comprendre que vous nous aviez parlé aussi d'une attaque aérienne. Est-ce que vous pouvez nous dire, en reprenant les camps qui sont à Abidjan, dans le périmètre d'Abidjan, ou les positions FDS dans le périmètre d'Abidjan, à quel moment, plus ou moins, et par qui ils sont attaqués? Les camps ont été attaqués, j'avais même omis de parler du 3e bataillon, qui était à Niamey, était attaqué. Le 3e bataillon a été attaqué. Le premier bataillon, c'est-à-dire le Baza, a été attaqué à l'aviation. Si vous y arrivez, aucun bâtiment aujourd'hui. Tout a été pulvérisé par l'aviation. Aucun bâtiment du Baza n'existe aujourd'hui. Vous me pardonnez? À cause de la déflagration. Vous me pardonnez, je vous interromps une seconde. Excusez-moi, monsieur, mais c'est juste pour que nous ayons tous les éléments. Quand vous dites l'aviation de quel pays, quelle aviation? C'est l'armée française. Je le sais parce que les pilotes sont partis du Golfe. Avant-hier, j'ai dit ici que je connaissais 2 capitaines de l'aviation française. Ils sont partis du Golfe et ils ont attaqué. C'était l'armée française. Alors, je vous ai interrompu, vous me pardonnez. Vous pouvez continuer en reprenant chacun des camps, en nous disant à peu près, en nous disant quand ils ont été attaqués, à quelle période pendant la crise post-électorale et par qui. Alors, au niveau des attaques des bataillons, 3e bataillon, les positions intérieures, c'était les FFN qui nous attaquaient. Enfin, il y avait du monde. Mais principalement, c'était les hommes qui sont venus du Nord qui nous attaquaient. L'aviation, c'était, je le dis parce que j'ai participé à une réunion au niveau du Golfe où il était question d'attaquer l'ancien camp d'Akwedo. Et j'ai fait savoir aux pilotes que l'ancien camp d'Akwedo, à l'ancien camp d'Akwedo, il y a des civils. Il y a plus de 2000, 3000 âmes à l'ancien camp d'Akwedo. Et que s'ils attaquaient l'ancien camp d'Akwedo, le village allait prendre un coup parce que la poudrière principale d'Abidjan se trouve à cet endroit précis. Il est à 250 mètres du village, la poudrière.
à vol d'oiseau, c'est parce qu'il y a un talweg. Sinon, ça ne fait pas plus de 250 mètres. Et que le village serait anéanti également. C'est ainsi qu'ils ont laissé le bombardement de l'ancien camp. Mais ils ont bombardé le nouveau camp. Alors, vous permettez que je vous interrompe à nouveau. Pour avoir des précisions sur cette réunion, vous nous parlez d'une réunion à l'hôtel du Golfe à laquelle vous participez. Est-ce que, pour décider ou pas du bombardement de camps militaires de l'armée gouvernementale, pouvez-vous nous dire qui participait à cette réunion? À cette réunion, il y avait l'amiral, j'oublie son nom, mais il était récemment attaché de défense à Paris. Et il y avait le colonel-major Patrice. Il y avait moi-même. Il y avait d'autres éléments. Donc tous les matins, de 9h jusqu'à 11h, nous faisons le point de la situation sur le terrain. Très bien. Alors, brièvement, pouvez-vous nous continuer ce que vous étiez en train de nous dire lorsque je vous ai interrompu, c'est-à-dire les camps, vous nous en avez déjà cité quelques-uns, les camps ou les positions FDS attaquées pendant la crise post-électorale, à quel moment et par qui? Je n'ai pas les dates exactes, mais ça c'est parti à partir du mois de mars, courant mars 2011. Mais les attaques à l'aviation, c'était à partir du 9, 10, 11 avril. Très bien. Ces camps dont vous parlez, qui ont été attaqués pendant la crise post-électorale, est-ce qu'ils avaient subi des attaques entre 2002 et 2010? Oui, le deuxième bataillon de Daloa a été attaqué également. Le troisième bataillon a été attaqué également. Et le premier bataillon d'infanterie d'Akwedo a été attaqué. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner une période... Chers confrères, si vous permettez, Monsieur le Président. Yes. Monsieur le Président. Yes. Le juge président, oui, allez-y. Le Conseil Abidjan pense que pour les questions qui concernent des personnes en vie et qui ont des positions peut-être assez importantes, il conviendrait peut-être de faire le huis clos, au moins sur ces questions-là seulement. Chaque fois qu'il est question de révéler des noms de personnes qui ont de l'influence, qui existent, qui sont en vie, le témoin n'étant pas protégé, est-ce qu'il ne conviendrait pas de faire le huis clos partiel? Merci. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Le juge président, Maître Altit. La question d'auto-incrimination, si je comprends bien ce que dit mon confrère, la question n'est pas celle de l'auto-incrimination ici, donc je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre l'intervention. En tout cas, elle dépasse certainement la question, le champ de l'auto-incrimination. En revanche, si mon frère veut dire par là qu'il a peur que le témoin subisse des représailles parce qu'il dit, en citant des personnes qui sont toujours en position de pouvoir, parce qu'il dit ce qui s'est passé à l'époque, alors peut-être, à ce moment-là, le témoin peut-il nous dire quand il va parler d'une personne puissante qui pourrait exercer des représailles pour lui, et dans ce cas, nous ne nous opposerons pas à un huis clos partiel.
Yes. Le juge président. Oui. Je vais demander au témoin lui-même, assisté de son conseil, de demander le passage à huis clos partiel éventuellement. Mais avant de dire les choses, bien entendu, car une fois que les choses sont dites, c'est trop tard. Donc c'est à vous de voir, monsieur le témoin, et à votre conseil de demander un huis clos partiel éventuel. Donc je m'en remets à vous. OK. Le président, très bien. Maître Altit. J'aime. Alors, monsieur, je vous posais une question à l'instant pour qu'on essaie de bien comprendre. Donc, vous nous avez parlé d'attaques contre certains camps militaires à Abidjan dans la période, cette fois-ci, pas pendant la crise post-électorale, mais dans la période entre 2002 et 2010. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications plus précises concernant les dates auxquelles ont eu lieu ces attaques? Par exemple, est-ce que c'était en 2002, en 2003, en 2004? Enfin, vous voyez. En 2004, le poste de commandement du Com Théâtre a été attaqué. Nous avions notre aviation à cet endroit précis. Les avions ont été détruits. Excusez-moi, monsieur. Attaqué Oui. par qui? Est-ce que je peux demander à Monsieur le Président un huis clos? Yes, we can. Le juge président, oui, tout à fait. Passons à huis clos partiel. Mais on ne peut pas poser sans cesse les mêmes questions aux témoins. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. We are in open session. Le Président, nous sommes en audience publique. Alors, en tant que responsable militaire, diriez-vous que la crise post-électorale de 2010 ne peut être comprise militairement et stratégiquement sans comprendre ce qui s'est passé en 2002? Ou autrement dit, je peux poser ma question autrement. La crise post-électorale de 2010 est-elle la continuité de tout ce qui s'est passé de 2002 à 2010? Oui. S'il n'y avait pas eu la crise à partir de 2002, il n'y aurait pas eu cette situation en décembre 2010 ou en novembre 2010. Elle est consécutive. Très bien. Alors, je vais revenir, si vous voulez bien, monsieur, à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'offensive militaire menée par les rebelles en mars 2011, cette fois-ci, du nord au sud. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quelles troupes était composée cette armée rebelle, à votre connaissance, cette armée rebelle, quand elle déferle du nord vers le sud? Ces troupes étaient essentiellement composées de A5N. Est-ce qu'il y avait des dozos? Il y avait des dozos. Dans les autres, il y avait des dozos également parmi les éléments de FAFN. Des dozos en grand nombre, d'ailleurs. Ils venaient d'où ces dozos? De quel pays? Ils venaient de la Côte d'Ivoire,
en grande partie de la Côte d'Ivoire. C'était sûr, ils venaient de la région nord de la Côte d'Ivoire. Et d'autres pays aussi? Je ne vous ai pas saisi, maître, s'il vous plaît. Venait-il aussi d'autres pays? Je ne saurais vous le dire. Parmi ces troupes, y avait-il des mercenaires qui avaient été recrutés dans la région, ou dans la sous-région plutôt, par les rebelles? Je n'étais pas au moment où ils recrutaient, donc je ne saurais vous dire s'il y avait des mercenaires recrutés en ce moment. Nous avions en face de nous des troupes qui sont venues du nord, de qui elles étaient composées véritablement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont recruté des mercenaires. Aviez-vous des informations sur le type d'armement dont disposaient ces troupes rebelles qui arrivaient du nord? Oui, ils avaient les Kalash, ils avaient des 14-7 montés sur des véhicules, ils avaient des 12-7, ils avaient des obus également. C'était sûr, ils étaient vraiment armés, comme une armée régulière. Très bien. Quand vous dites des obus, est-ce que vous voulez dire des canons et des mortiers? Je parle des mortiers, je parle notamment des mortiers. Très bien. Aviez-vous des informations sur la façon dont les rebelles avaient obtenu toutes ces armes malgré l'embargo? Est-ce qu'on peut passer en huis clos, Monsieur le Président? Yes, we can. Le président, oui, tout à fait. Passons à huis clos partiel.